Le conseil départemental de la Haute-Garonne vous propose la conférence débat Arbres et forêts. Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver tous aussi nombreux. Donc Jean-Michel Favre, je suis vice-président du conseil départemental. Nous sommes ravis avec mon collègue Pascal Bourreau de vous accueillir dans le cadre d'une journée qui est dédiée au sujet arbres et forêts. Alors on a déjà profité de nos invités cet après-midi puisqu'on avait tout l'après-midi un colloque où on travaillait sur la construction du futur plan arbres et forêts du conseil départemental avec beaucoup d'acteurs qui ont donné des visions croisées, que ce soit des acteurs qui gèrent nos forêts, nos grandes forêts, avec l'ONF, avec les gestionnaires des forêts privées, que ce soit des associations qui sont des associations locales, comme Toulouse en transition, comme Arbres et Paysages d'Autun, qui travaillent à planter des arbres en ville, à la campagne, des acteurs qui plantent des haies dans toutes les exploitations agricoles du département, des acteurs qui travaillent sur l'agroforesterie, des acteurs qui travaillent sur tous les sujets autour de l'arbre et de la forêt. Tout à l'heure, un de nos invités me disait on n'aurait pas pu faire un colloque comme ça il y a quelques années. On n'aurait pas pu parce que le sujet n'était pas au centre des débats, le sujet n'était pas devenu une préoccupation et tous les acteurs travaillaient chacun dans leur côté, certains de manière très très efficace, mais il n'y avait pas cette question de l'arbre et la forêt pour notre territoire, pour notre planète, qu'est-ce que c'est? Et il nous disait aussi, il y a besoin à la fois d'actions concrètes et d'utopie, et je crois que ce soir on va beaucoup parler d'utopie, mais qui débouche sur des actions concrètes. Donc, dans la manière qu'on a de travailler, on a systématiquement, quand on lance un grand projet, une journée de travail avec, d'une part, des contributions de tous les acteurs locaux et puis des phases comme ce soir qui sont ouvertes au grand public, qui sont un moyen d'apprendre, de s'informer, de s'éduquer, mais qui sont aussi un moyen de nourrir les débats qu'on aura demain, parce qu'on a vu cet après-midi qu'on aurait plein de débats à avoir. Donc, merci à tous d'être là. Je vais laisser la parole à Pascal pour qu'il vous dise un petit peu qui sont les forces invitantes, outre le conseil départemental. Et puis après, on écoutera avec attention et avec beaucoup de plaisir, comme on l'a fait tout l'après-midi, nos invités. Merci Jean-Michel. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous accueillir si nombreux. Vous avez bravé les intempéries de cette fin novembre. Mais vous savez qu'aujourd'hui, on est le 24 novembre. Et à partir de demain, donc demain ce sera le 25 novembre, c'est la Sainte-Catherine. Et à partir de la Sainte-Catherine, tout arbre prend... Magnifique, bravo. Cette journée, on l'a conçue en tant que réflexion pour amender notre plan arbre que nous allons préparer au fil des prochains mois afin d'avoir une présentation au sein du conseil départemental au mois de juin 2022. Donc c'est une habitude, les colloques que nous organisons conjointement, le syndicat Haute-Garonne Environnement que j'ai l'honneur de présider et le conseil départemental. Premier colloque, c'était en 2015 sur le changement climatique et la COP21 qui avait d'ailleurs permis de fournir une contribution à la COP21. Deuxième colloque sur la ressource en eau avec Jean-Loup Etienne. Le premier colloque était avec Serge Planton de Météo France et qui participe aux travaux du GIEC. Troisième colloque, c'était en 2019 sur la question de la biodiversité avec le climatologue Jean Jouzel et qui nous ont permis ensuite de déployer des plans d'action parce que le rôle du conseil départemental comme du syndicat Haute-Garonne Environnement, c'est d'être dans l'action, mais de co-construire avec l'ensemble de nos partenaires, que ce soit les associations, les élus, les techniciens, pour avoir des politiques publiques qui soient le mieux à même de répondre aux besoins de nos citoyens. Ce soir, nous allons parler des arbres et des forêts. Nous avons vraiment le plaisir d'accueillir Francis Allais,
qui est venu de Montpellier, c'est pas très loin, et Ernst Zürcher, qui vient du canton de Vaud, en Suisse. C'est un peu plus loin, donc merci à tous les deux d'être ici présents. Et je voulais conclure par un petit mot de Francis Allais que j'ai pêché dans son bouquin « La vie des arbres ». Je vous le recommande. Vous allez voir, ça va vous ouvrir les chakras, la vie des arbres. Et dans le livre, il parle de Voltaire, qui s'était retiré pas loin de la frontière suisse, à Ferney, dans l'Ain, dans le massif du Jura, et qui plantait des arbres vers la fin de sa vie. Et quand on lui demandait « Mais pourquoi vous plantez tous ces arbres ?» Et il avait répondu « Je n'ai pas trouvé de meilleur moyen que de préparer l'avenir. » Donc je ne sais pas si l'homme descend de l'arbre, mais l'arbre est assurément l'avenir de l'homme et de la femme, bien évidemment. Je vais passer la parole à Julien Deséchos du magazine Sans Transition, qui est le directeur du magazine Sans Transition et qui nous a permis de réaliser cette soirée. On est partenaire, le conseil départemental, déjà pour d'autres opérations. On avait fait venir Rob Hawkins il n'y a pas très longtemps. Donc je le remercie d'être présent personnellement et il va nous présenter Francis Allais et Ernst Zürcher. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour cette rencontre dédiée aux arbres et aux forêts, organisée par le conseil départemental en partenariat avec Actes Sud, notre revue Sans Transition. La pandémie a remis la nature à l'honneur. Les forêts en particulier, tous confinés, nous n'avons jamais autant souhaité nous balader en forêt pour explorer les arbres, la biodiversité alentour et bien sûr aussi la beauté forestière de nos forêts. Alors, selon l'inventaire forestier national, les forêts françaises sont étendues sur 17 millions d'hectares. Ce n'est pas rien, 138 espèces différentes d'arbres. Mais vous allez voir durant ce dialogue que ce que nous appelons communément forêt revêt différents dessins, différentes formes. Et ce ne sont pas toujours d'ailleurs des forêts. Certains, comme Francis Allais, parlent de plantation forestière. Alors, pour en discuter, pour débattre autour de cette question des arbres et des forêts, j'ai le plaisir de recevoir deux invités spécialistes des forêts, amoureux des arbres. À ma droite, tout d'abord, Ernst Zürcher, vous venez de loin, on l'a dit, vous êtes ingénieur forestier, docteur en sciences naturelles, professeur et chercheur en sciences du bois à la Haute École de Berne, en Suisse, auteur du livre « Les arbres entre visibles et invisibles », paru en 2016 chez Actes Sud, et plus récemment de « Planter un arbre » en 2021. Bonsoir Ernst. À votre droite, à vos côtés, votre compagnon et ami Francis Allais. Francis, vous êtes botaniste, spécialiste des arbres et forêts primaires, auteur de nombreux ouvrages, dont Le Radeau des Cimes en 2000, un livre fabuleux quand j'étais étudiant qui m'a vraiment fait voyager et rêver. Un livre de l'utopie aussi. On a eu ce mot tout à l'heure en introduction. J'aime beaucoup cette idée du Radeau des Cimes. Plaidoyer pour l'arbre en 2005. Ou encore, il était une forêt, et le dernier en date pour une forêt primaire en Europe de l'Ouest, paru en septembre dernier chez Actes Sud. Vous nous direz un mot, bien sûr, durant notre échange sur ce projet fou et ô combien réel de forêt primaire que vous souhaitez recréer. Alors merci à tous les deux d'être avec nous ce soir en direct de l'hôtel du département de Haute-Garonne à Toulouse, ainsi que sur les réseaux sociaux en partenariat avec la chaîne locale Via Occitanie. C'est la première partie de cet échange participatif, parce que nous vous passerons aussi la parole une fois que nos deux intervenants auront dialogué. Vous aurez le loisir de poser toutes vos questions. Alors je me tourne tout d'abord vers vous, Francis Allais. Francis, vous dites notamment, il est impossible de définir les arbres. Vous me l'avez dit pour préparer cette rencontre, mais nous pouvons tout de même les décrire. Nous pouvons imaginer qui sont les arbres. Alors comment les décrire? Vous m'avez dit végétaux, de grande dimension, ils captent le CO2. Allez, est-ce qu'on peut aller un peu plus loin? Qui sont les arbres? Julien, vous avez le talent de me mettre dans l'embarras. Allez-y. C'est bon, on vous entend. J'ai travaillé très longtemps à cette définition de l'arbre. J'en ai fait d'assez grandes qui me plaisaient bien.
Et immédiatement après, je trouvais des exceptions gigantesques. Et donc ça s'est reproduit plusieurs fois. Et maintenant, j'ai laissé tomber la définition de l'arbre. Voilà. Alors d'ailleurs, je pense que quand je dis arbre, tout le monde voit bien ce que je veux dire. On voit bien. Alors peut-être que Ernst sera un peu plus loquace sur cette question des arbres. Qui sont-ils? Parce que, évidemment, on les voit bien, ils nous entourent. Mais bon, quand même, est-ce qu'on peut aller un peu plus loin? Qui sont-ils? Ces êtres vivants, comme vous les qualifiez tout de même, Francis Allais. Oui, mais tout le monde le sait. Allez-y. Ernst, on vous écoute. Je crois que notre problème, c'est de vouloir définir les choses, c'est-à-dire leur donner une finitude. Alors que les arbres, par essence, sont pratiquement infinis au niveau terrestre, ou voudraient l'être, et encore beaucoup plus infinis au niveau cosmique. Ils ont des connexions cosmiques absolument impressionnantes. Donc définir un arbre, c'est contre nature. C'est contre nature. Donc nous ne le définirons pas, on ne pourra pas commencer par ça. Alors, qu'est-ce que vous aimez le plus chez les arbres, Ernst? On va quand même continuer un peu sur cette question des arbres, même si on ne peut pas les définir. Qu'est-ce qui vous plaît? Pourquoi vous les étudiez autant? Qu'est-ce qui vous passionne chez eux? Peut-être dans le sens de cette difficulté de les définir, c'est plus on s'en occupe et plus on se rend compte de cette dimension insaisissable qu'ils ont. Mon corps de métier, c'était l'anatomie du bois, l'anatomie fonctionnelle, comprendre pourquoi certaines structures anatomiques sont là, sont mises en place par l'arbre pour remplir certaines fonctions. Et ça nous rend le regard intelligent puisqu'on est face à des structures et on se rend compte que pas une cellule n'est formée au hasard. Elles ont toutes leurs fonctions et à un moment donné, elles sont laissées de côté, elles sont remplacées par d'autres. Donc ici, on a vraiment de quoi s'émerveiller dès qu'on prend le microscope, mais c'est déjà à disposition sans microscope. Les arbres ne nous parlent pas seulement au niveau fonctionnel, mais simplement au niveau émotionnel. Il n'y a pas besoin d'être chercheur, chercheuse ou académicien pour trouver un bienfait auprès des arbres. C'est ce qui fait que ça nous touche tous et toutes, les arbres. Francis Allais, même si vous ne voulez pas ou ne souhaitez pas ou n'avez pas réussi ou n'avez pas encore trouvé une définition de l'arbre, qu'est-ce qui vous passionne? Qu'est-ce qui vous passionne? Qu'est-ce qui vous passionne chez les arbres? Pourquoi vous les étudiez autant? Je les ai toujours beaucoup aimés. J'adore grimper dedans. Et je trouve que c'est une très bonne école. On devrait apprendre aux enfants à grimper dans les arbres plutôt que de couper les arbres des cours de récréation. Bon, je suis très sensible à leur beauté depuis toujours. Et ça continue à me motiver dans cette approche des arbres en général. Et puis, leur totale discrétion et non-violence. Et vous savez, c'est des bons modèles pour l'être humain. Alors, vous dites, Francis, l'arbre n'est pas un individu, mais plutôt un être collectif, une colonie, un être multiple. Expliquez-nous la dimension multiple de l'arbre. Ah oui, il ne faut pas généraliser trop vite. Donc, ce que je voudrais présenter ce soir, c'est l'idée que les arbres, nous les connaissons finalement assez mal. On en observe tous les jours, dans la ville même, et bien entendu si on est à la campagne. Alors, c'est des objets familiers. On a l'impression qu'ils sont très bien connus. Eh bien, à mon avis, pas du tout. Alors, d'abord, ce ne sont pas des individus. Julien, vous et moi, nous sommes des individus. Ça veut dire que si on nous coupe en deux moitiés égales, c'est terminé. Ça veut dire indivisible. Un individu, il est indivisible. Tandis qu'un arbre, si vous le coupez en deux, avec un peu d'adresse, ça vous fait deux arbres. Si vous me donnez un sécateur et du temps, je peux vous en faire 1 million à partir de l'arbre, tous vivants. Donc c'est divisible. Donc ce n'est pas un individu. Voilà. Ce n'est pas très grave. En plus, un individu, c'est ce que disent les dictionnaires de biologie, ça a un seul génome. Moi, j'ai mon génome, Ernst a le sien, Julien a le sien. Mais ce n'est pas du tout comme ça dans les arbres. Il y a beaucoup d'arbres, notamment dans nos régions, qui ont des quantités de génomes, 100 000 génomes. Voilà. Alors, ça fait quelque chose de complètement différent de l'individu. Vous pouvez chercher individu dans un dictionnaire, vous verrez que ça ne marche pas avec les arbres. Ce sont des colonies. Est-ce que je pourrais vous demander la photo, Julien? Je ne sais pas si c'est possible. Alors, je crois que
ça va être possible au niveau de la réalisation de nous montrer la photo. Bon, alors à gauche, il y a un petit arbre, 2-3 mètres de haut, pas plus. Il a un tronc, des racines en bas et des branches. Les branches portent des feuilles. Ce n'est pas dessiné là-dessus parce qu'il y en a trop. Les feuilles, ça vit, comme vous savez, très peu de temps. Généralement, moins d'1 an. Les branches, ça vit très peu de temps. Généralement, 2-3 ans, pas plus. Au milieu, il y a l'arbre un peu plus grand. Il a toujours son tronc, il a toujours ses branches, mais en haut apparaissent 2 structures très curieuses qu'on appelle des réitérations. Attention à ce terme, parce que je crois que la réitération, c'est le meilleur outil que nous ayons pour comprendre la forme des arbres. C'est une découverte de mon ami Roelof Oldeman, professeur de sciences forestières à Wageningen, aux Pays-Bas. Des réitérations. Qu'est-ce que c'est? Ça va peut-être vous choquer. C'est des jeunes arbres qui poussent sur un vieil arbre. Alors, on retrouve le tronc, on retrouve les branches, on ne voit pas les racines. Mais je ferai remarquer que quand on est devant un arbre qui sort du sol, on ne voit pas non plus les racines. Si on prend le soin de dégager avec un scalpel très bien affûté la base d'une réitération, on trouve les racines. Donc ces réitérations, vers le bas, elles ont des racines qui poussent directement vers le sol. Et ce qui est en noir sur ce dessin, ce sont les racines des réitérations. Ce qui est en blanc au centre du tronc, c'est le bois du tronc numéro 1, celui qui est sorti de la graine. Ça, c'est ce qu'on appelle le bois juvénile. Ce n'est pas très gros, ça peut être ce diamètre-là, 8 ou 10 cernes annuelles. C'est du bois qui est de très mauvaise qualité et que les techniciens détestent, à vrai dire. Vous faites des planches bien droites, puis en séchant, elles se spiralisent comme ça. Donc le bois juvénile, ça n'a pas beaucoup d'avenir technologique. Autour, eh bien, ce sont les racines des réitérations. Il ne faut pas que ça vous choque, mais le bois adulte, ce qu'on appelle le bois adulte, ce sont les systèmes racinaires des réitérations. Voilà, il faut s'habituer à cette idée-là. L'arbre devient de plus en plus grand. Ce qu'on appelle les branches maîtresses, ce sont donc des troncs de réitération qui s'affaissent avec le temps. Et si vous admettez avec moi que ce sont des troncs, vous saurez certainement qu'un tronc affaissé, ça se couvre de rejets, qu'on appelle à nouveau des réitérations. Ça en augmente le poids et ça augmente donc la tendance à s'affaisser et finalement à s'élaguer. Voilà, deux bois dans un arbre, le bois juvénile qui dépend du tronc numéro 1 et le bois adulte qui correspond aux racines des troncs réitérés. Ernst, une réaction peut-être par rapport à ce que vient de nous présenter Francis? Oui, exactement dans la même ligne, mais peut-être juste un stade avant d'avoir ce jeune arbre avec les branches qui n'ont pas beaucoup vieillir. Ce premier axe, il est donc sorti d'une graine. Et déjà à ce stade-là, on a déjà un très grand secret des arbres qui fait la différence entre les arbres et les plantes annuelles, puisqu'un gland de chêne vous donnera une pousse visible de 10 ou 15 cm, des racines beaucoup plus importantes, 60 cm peut-être, invisibles. À partir de ce gland, c'est assez modeste la première année. Alors qu'une graine de tournesol qui fait 2 ou 3 mm va donner une plante qui peut atteindre 10 mètres. Le Guinness Book du tournesol atteint presque 10 mètres ou même plus. Alors qu'est-ce qui fait la différence entre cet arbre qui fait presque rien la première année, et sur la deuxième année c'est encore une fois 10 ou 15 cm, c'est qu'il n'a pas besoin d'envoyer chaque année ses graines au sol pour recommencer à zéro. Les embryons des nouvelles pousses annuelles, donc la première pousse est sortie du gland, mais la deuxième pousse ne va pas ressortir d'un gland s'il a fini son travail. Ça va sortir du bout de la tige où il y a un bourgeon terminal. Et si vous faites une coupe de ce bourgeon, vous allez voir que c'est un embryon de tige, comme il y a un embryon dans le gland, dans chaque graine. Le gland et les graines, ils ont leur réserve juste à côté. Eh bien, le bourgeon, c'est seulement l'embryon. Où sont les réserves? Tout ce qui est déjà dessous, tout ce qui a déjà été construit, y compris le système racinaire.
Donc ici, c'est une manière de comprendre comment ça devient. Tout d'abord, le bois juvénile, et on a des colonies de bourgeons au bout de leurs branches qui ont été formées par la génération de l'année précédente. Et c'est ainsi que l'arbre va entrer dans l'espace et dans le temps, va devenir pérenne, atteindre un âge de 5000 ans, les plus vieux, une taille de plus de 120 mètres pour les plus grands, grâce à l'invention du bourgeon qui est posé sur une assise organique. Avec ce que vous nous exposez, on voit bien la complexité des arbres. Francis, pour revenir sur ce que vous évoquiez, est-ce précisément cette multiplicité des génomes de l'arbre qui leur permet de s'adapter, leur permettrait de s'adapter au changement climatique notamment, aux aléas, oui, aux risques finalement? Revenir un peu sur la génétique de l'arbre. Oui. Quand j'ai commencé ces travaux-là, nous étions tous persuadés que c'était comme l'être humain, c'est-à-dire que l'arbre, il avait un même génome depuis ses racines jusqu'à la pointe de sa cime. C'est pas vrai. Pourquoi? Parce que chez un animal, par exemple, une mutation, c'est très défavorable. D'ailleurs, l'animal est équipé avec des cellules mobiles qui viennent se débarrasser des cellules mutées. C'est pareil chez un arbre. Il est parfaitement en situation de produire des mutations puisqu'il est directement sous les rayons solaires. Pas du tout caché. Les méristèmes dont tu parles, c'est exactement la situation idéale pour qu'il y ait des mutations. Donc il n'y en a pas plus que chez les animaux, il y en a à peu près autant. Par contre, il n'y a pas de cellules mobiles pour débarrasser l'arbre de ces mutations. Et donc, ça fait des branches mutées ou des réitérations mutées, comme on veut bien les appeler. Et comme ce processus n'arrête pas de se poursuivre, sur les réitérations poussent d'autres réitérations, l'arbre devient une gigantesque colonie. Et c'est non seulement une colonie d'architecture, mais une colonie de génotypes. Alors, la question, c'est est-ce que ça peut lui permettre de résister au changement climatique? C'est une question qui m'intéresse énormément. C'est pour ça que je ne voudrais pas le dire de cette façon, mais c'est très intéressant de savoir ce qui va se passer dans les arbres avec le changement climatique. Ils n'ont pas un génome, donc ils ne vont pas tout simplement mourir. Ça plairait beaucoup à Darwin, ils ont à l'intérieur de leur propre structure toute la variabilité possible. Si le génome actuel n'est plus adapté au nouveau climat, eh bien, je pense que l'arbre va le mettre au repos et il a précisément dans cette colonie un génome mieux adapté au nouveau climat. J'aimerais beaucoup, c'est une idée pour l'instant, puisqu'on n'a pas encore suffisamment vécu le changement climatique pour avoir des certitudes. Mais ça va être très intéressant. Ernst, par rapport à cette idée, justement, de l'adaptation des arbres, on dit que l'adaptation, c'est peut-être un des premiers signes de l'intelligence. C'est-à-dire que les arbres sont peut-être aussi plus intelligents que les humains? J'ai envie de vous poser cette question. Le fait qu'ils soient là de manière aussi splendide et à constituer des communautés aussi riches, après tous ces millions et millions d'années d'évolution, est déjà une réponse, je pense. Mais concernant cette variabilité du génome, cette plasticité du génome, ça va nous devenir très très utile. On a par exemple pour le sapin blanc, c'est une essence qui est relativement adaptée ou bien qui apprécie les climats océaniques, humides, pas trop chauds. Dans la chaîne du Jura par exemple, mais aussi dans d'autres régions d'Europe, en basse altitude, c'est le résineux principal. Eh bien, on a du sapin blanc au fond du Valais, c'est la région la plus aride des Alpes centrales de Suisse. C'est là-bas que la Provence commence déjà un peu. Là-bas, on a quelques endroits où le sapin blanc pousse, malgré un climat absolument impossible pour tous ses frères et sœurs d'ailleurs. Et il est là encore en pleine forme. Donc, au sein d'une même espèce, on a déjà à disposition en fait un patrimoine dont on pourrait se servir s'il s'agit de replanter. Mais c'est toujours mieux aussi de laisser agir la dynamique naturelle. Donc, laisser les forêts s'adapter au changement. Et là, c'est très important de comprendre quelles sont les parties de la forêt qui sont les plus
les plus réactives, les plus souples, les plus flexibles, c'est la lisière forestière. C'est l'interface entre la forêt fermée qui protège son intérieur, qui aimerait avoir les sols toujours au frais, qui stocke l'eau de manière absolument exemplaire, et l'extérieur qui est beaucoup plus difficile. Cette enveloppe forestière, la lisière forestière, est constituée d'une autre flore forestière que l'intérieur de la forêt qui est au climax, qui est à la fin de son évolution. C'est les arbres, les arbustes, les arbrisseaux, c'est des essences de lumière, de chaleur, de xérophilité, des sols secs, très riches en graines, en fruits, beaucoup plus riches en espèces. Et là-bas, c'est là-bas que ça se joue. Là-bas, vous avez une très très forte dynamique en cohabitation, en combinaison avec la faune qui interagit avec le végétal, qui enrichit, qui se sert et qui dynamise la croissance végétale. Le chant des oiseaux fait mieux pousser. Ça devient vraiment une hypothèse très solide. Eh bien, cette lisière forestière est extrêmement réactive et c'est là-bas qu'il faut observer ce qui se passe, c'est là-bas qu'elle va pouvoir s'adapter. Donc, laissez le jeu se faire dans la lisière. Donnez aux forêts des lisières, s'il vous plaît. Des néoforêts, des lisières, de la biodiversité. Je reviens sur le parallèle avec les humains, Francis Allais. Pour préparer cet échange, vous me disiez que les arbres, vous nous rappeliez que les arbres communiquaient entre eux, que c'était aussi une façon d'être pour les arbres. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment les arbres communiquent entre eux? D'abord, c'est une certitude qu'ils communiquent entre eux. Et ce n'est pas des paroles en l'air, c'est des messages qui leur sauvent la vie. Alors, il y a une communication par voie aérienne qui se fait sous forme de molécules volatiles ou, si vous voulez, de parfums. Voilà. C'est le cas classique des gazelles qui mangent les acacias dans les savanes d'Afrique du Sud. C'est d'ailleurs le premier exemple, avec un caractère historique, le premier exemple de communication entre les arbres. Mon collègue Van Hoven, il regarde comment ça se passe. La gazelle arrive, elle mange 3 feuilles de l'acacia. Ça lui suffit évidemment pas, c'est une grosse bête. Il n'empêche qu'au bout de 20 secondes, elle se retire. Ça ne lui plaît plus. Alors Van Hoven, il compare la biochimie des feuilles avant l'attaque et après l'attaque. Surprise, une transformation fulgurante, des tanins condensés dans les 20 secondes en question se sont installés et l'animal n'en veut plus. Voilà. Bon, mais le plus intéressant, c'est pas ça, c'est la communication. Ces molécules volatiles qui sont parties dans l'atmosphère descendent le vent et vont arriver sur des acacias qui sont encore très loin des gazelles. Mais le message est clair, attention les amis, il y a une gazelle par là, c'est le moment de se charger en tanins condensés. Alors l'animal qui a toujours faim, on s'aperçoit qu'il remonte le vent. Pourquoi il remonte le vent? Il sait très bien que s'il descend le vent, il va trouver que des acacias impropres à la consommation. D'ailleurs, j'ai remarqué que les chasseurs dans les savanes africaines me disent que tous les grands herbivores passent leur temps à remonter le vent. Ça, c'est un cas d'un langage aérien. Maintenant, on a découvert plus récemment des langages souterrains par l'intermédiaire des champignons symbiotes. Je pense que tout le monde sait que les champignons du sol établissent des symbioses avec les racines des arbres. Et ces champignons-là, qui peuvent faire la dimension de cette pièce largement, ça permet des transports d'informations et même des transports de molécules. Un arbre qui manque d'un ion minéral quelconque, ses voisins sont capables de lui apporter par l'intermédiaire du champignon. Ça, c'est le travail de notre collègue Marc-André Sellos. Marc-André Sellos ajoute quelque chose que je trouve très, très intéressant. C'est que les champignons souterrains, comme je l'ai dit, c'est très, très vaste. Et donc, il y a plusieurs arbres là-dessus. Si c'est des arbres de la même espèce, c'est normal qu'ils communiquent par l'intermédiaire du champignon. Mais on s'aperçoit qu'il y a aussi des arbres qui ne sont pas de la même espèce. Ça ne semble pas bloquer la communication. On en est là. Est-ce que des arbres d'espèces différentes sont capables de communiquer? Il semble bien que ça soit le cas, mais enfin, là, il faut attendre la continuation des recherches.
Donc on voit bien qu'il y a une complexité, il y a une communication, l'arbre est multiple, vous nous l'avez dit, et au sein d'une forêt, Ernst, évidemment c'est le cas, il y a une variété d'essences, une multiplicité qui favorise la biodiversité forestière. Vous avez parlé de la lisière, évidemment. Est-ce que vous pouvez, Ernst, nous rappeler comment est-ce qu'on gère nos forêts, au regard notamment de la biodiversité, en France ? Et puis dans un second temps en Suisse, puisque forcément c'est aussi un pays que vous connaissez bien, il y a des spécificités là-bas. Alors comment on gère nos forêts ici, déjà ? Vous qui êtes ingénieur forestier. Oui, bon, je peux en parler en tant qu'observateur externe. C'est une gestion souvent de forêts qui ont été plantées en remplacement de forêts naturelles. Donc ça, c'est déjà une première chose. Est-ce que ces forêts plantées sont équivalentes ? Est-ce qu'elles sont meilleures ou est-ce que c'est éventuellement un problème qu'on s'est mis en place ? Parce qu'est-ce qu'une forêt naturelle ? C'est un mélange d'espèces qui ont coévolué avec la faune en plus. Je vous recommande la lecture d'un livre absolument passionnant qui nous montre la puissance de la forêt à l'état naturel. Ça s'appelle 20 000 ans, Stéphane Durand. La forêt depuis les glaciations en particulier, déjà avant, mais ensuite depuis les glaciations. Comment fonctionnaient les forêts à l'époque ? Cette puissance végétale alliée à la puissance faunistique, c'était les migrations d'oiseaux par millions, les migrations des poissons qui remontaient les rivières pour aller alimenter les forêts, s'alimentant dans les forêts. Et c'était des systèmes faune et flore absolument intégrés qui ont coévolué. Et maintenant, on a coupé tout ça. Il reste par endroits des forêts encore naturelles du point de vue végétal, mais toute la mégafaune a disparu. Et tous les poissons ne peuvent plus remonter les rivières comme ils le faisaient autrefois. Les saumons viennent de l'océan remonter les rivières pour alimenter la forêt. En engrais, c'est du phosphore, c'est des tas d'aliments essentiels. Eh bien, ces forêts, même naturelles, ont beaucoup perdu de leur manière de vivre, de leur puissance. Et maintenant, on vient encore raser ces forêts-là pour les remplacer par des monocultures. Et qu'est-ce qu'une monoculture ? C'est une culture d'arbres où tous les arbres sont en concurrence les uns contre les autres. Ils ont le même âge, ils ont les racines au même endroit, qui cherchent la même eau, les mêmes sels minéraux. Ils ne peuvent être qu'en concurrence les uns contre les autres. C'est du coude à coude et ils sont stressés, ils sont carencés par programme. Et ce bois que fabriquent ces arbres-là n'est jamais équivalent à du bois de forêt naturelle où il y a la complémentarité qui est la règle. C'est l'épicéa qui pousse avec le sapin blanc, mélangé avec l'érable et le hêtre, le frêne en bordure, etc. Chaque forêt a son visage et il y a des associations forestières. Les arbres ne se mettent pas ensemble au hasard. Les arbres créent des associations. On en décrit une quarantaine pour l'Europe centrale. Et les forestiers savent, ici on est dans une chênaie à charme, ici on est dans chênaie à tilleul, etc. dont on connaît même la flore et la faune annuelles. Les plantes annuelles participent à une association végétale forestière. C'est chaque fois des profils tout à fait particuliers. Pourquoi est-ce que ça se met ensemble ainsi ? Ce n'est pas un hasard. Les arbres ne sont pas tous amis. Certains s'aiment bien et d'autres s'évitent. Et ce qui s'assemble bien, c'est des chimies qui se complètent, c'est beaucoup plus efficace. Et c'est des forêts qui sont extrêmement efficaces. Il leur manque juste un peu de faune maintenant, à cause de l'impact humain. Mais ça, c'est des forêts basées sur le partenariat. Et en Suisse, on a développé une forêt. On a aussi eu une plantation au siècle précédent. On a eu une urgence de planter parce qu'il y avait eu un déboisement dans les Alpes avec des inondations dans le bas pays. Et il a fallu reboiser, il a fallu protéger l'aire forestière par la loi. Et ensuite, on a appris de ces reboisements artificiels que ça ne pouvait pas fonctionner ainsi. On a initié une foresterie basée sur les processus naturels. Et depuis, on a une foresterie naturelle. La loi préconise le mélange d'espèces naturelles et l'évitement de plantations monospécifiques. Évite aussi, par exemple, l'usage de pesticides, c'est interdit. L'usage d'engrais de synthèse, c'est interdit dans les forêts, parce que les forêts ne produisent pas que du bois. Ce qui est encore plus important, c'est l'eau que produisent les forêts. La source des sources, c'est les forêts.
Et si on pollue l'eau des forêts, on n'a vraiment pas compris grand-chose, puisque c'est le dernier recours pour des eaux pures. Voilà, et à partir de ça, on a développé une sylviculture de la forêt mélangée, comme ça se fait aussi en France, par exemple Sylviva ou le réseau d'alternatives forestières. Il y a aussi des tendances qui vont dans ce sens-là, mais ça sera de plus en plus important parce que les plantations forestières sont extrêmement sensibles au stress hydrique, aux canicules. L'année passée, l'épicéa a souffert énormément, même dans des peuplements naturels, parce qu'il s'est implanté un peu en sans-gel, alors qu'il devrait être mélangé à d'autres. Et lorsque ça devient difficile, on voit que les forêts mélangées sont beaucoup plus résilientes. Donc il faut tabler sur la qualité et sur la résilience des forêts en remettant le mélange là où il a besoin d'être. On voit bien le parallèle avec l'agriculture, plus généralement, cette question de la monoculture qui pose problème, qui a du mal à s'adapter, qui fragilise. Francis Allais, je sais que vous vous insurgez contre les coupes à blanc, comme beaucoup de citoyens d'ailleurs, et que vous êtes pour le laisser-faire dans la gestion, et d'ailleurs pas de gestion, même dans le laisser-faire dans les forêts. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage sur ce point? Laissez-moi revenir un petit peu sur les plantations. Oui. On aura de plus en plus besoin de bois. Ça semble évident pour tout le monde. Donc on a besoin de plantations. Je pense que ce n'est pas une mauvaise solution. Ce n'est pas des conditions idéales pour les arbres. Mais l'avantage, c'est que ça pousse vite parce qu'on prend des espèces qui poussent vite et on a du bois rapidement. Je ne suis pas contre. Ce qui me déplaît profondément, c'est quand on appelle ça une forêt. Non seulement c'est différent, mais j'ai l'impression que c'est presque l'inverse d'une forêt. La forêt, elle est fondée sur la diversité biologique. Une plantation, pas du tout. Comme tu l'as dit, c'est la même espèce et tous du même âge. C'est-à-dire qu'il y a très très peu d'herbivores qui vont se plaire là-dedans. Par conséquent, il y aura très peu de carnivores. Il n'y a pratiquement pas de biodiversité liée aux plantations monospécifiques. C'est dépourvu de résilience. Quand il y a eu la tempête de 1999, la région de France où il y a eu le plus d'arbres qui sont tombés, c'est les Landes. Moi, je n'appelle pas ça la forêt des Landes. Tout ça, c'est planté. 1 million d'hectares de plantation. Eh bien, ça a très mal vécu les vents forts de cette année-là. Il n'y a pas que les vents. Un parasite, un pathogène, dans une forêt naturelle, il ne trouve pas 2 fois de suite le même arbre. Donc, il ne peut pas aller très loin. Moi, je vis dans des forêts naturelles ou des forêts primaires. Je peux trouver un arbre malade et ça ne prendra jamais un caractère épidémique. Tandis que dans une plantation, je me mets à la place d'un pathogène, il a la vie devant lui et il a devant lui une ressource illimitée. C'est pas de la forêt, c'est de la plantation et ça devrait être du ressort de l'agriculture. D'ailleurs, ça m'intéresse que tu dis de la Suisse, mais en France, on utilise des méthodes agricoles avec des intrants et même le glyphosate qui est interdit dans les champs, il est parfaitement permis dans les plantations d'arbres. Voilà, pour moi, c'est l'inverse, vraiment. Oui, Ernst, une réaction? Il y a quand même une lueur d'espoir, un peu d'évolution qui a lieu. En Chine, un très grand essai vient d'avoir lieu. On est en train de publier dessus parce que les essais forestiers durent très longtemps. Les premiers résultats viennent de sortir en 2018, en association avec une quinzaine d'universités européennes, dont celle de Zurich, que je connais. Et là-bas, on a fait un très grand essai de plantation. Et maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont eu des variantes à une espèce, des variantes à 2 espèces, jusqu'à des variantes à 16 espèces mélangées, mais plantées aussi. Et ce qui est intéressant, c'est que plus il y avait d'essence, la variante à 16 espèces sur les mêmes parcelles, avec le même espacement, dans les premières années, je crois que c'est dans les 8 premières années, a stocké, c'est-à-dire a fait pratiquement le double de photosynthèse que là où on avait des parcelles en monoculture. Et par la suite, on s'est rendu compte que dans ces mélanges à 16 espèces, certaines espèces disparaissent de nouveau. Et c'est ce que je disais avant, on a mélangé un peu au hasard et on a mélangé des amis et des ennemis
sans le savoir, et ça s'est un peu élargué, disons. Les arbres se sont mis ensemble, ceux qui s'entendaient bien, puis d'autres ont vraiment dû faire la place. Mais là, il y a de l'évolution, c'est intéressant, et c'est ce que je souhaite dans tous ces grands projets de plantation qu'on va devoir réaliser. C'est le challenge de Bonn qui a été annoncé à la COP21 à Paris, mais démarré avant. C'est 350 millions d'hectares qui sont déclarés pour être réhabilités ou plantés. Là, il faudra vraiment tout de suite planter en mélange avec des essences locales. On peut aussi introduire, mais pas trop. Donc, on a quand même appris un peu. Donc c'est bien, ça me fait une transition toute trouvée pour vous, Francis. Recréer de véritables forêts, forcément pas en priorité des plantations forestières, même si on a bien compris qu'on avait besoin de bois et que c'était un outil intéressant, non négligeable. Alors comment recréer une véritable forêt, Francis Allais? D'abord, je voudrais dire la motivation qui est là-dessous. Nous avions une forêt primaire de plaine en Pologne, à la frontière de Biélorussie, où il se passe des choses atroces en ce moment avec les migrants. Mais cette forêt polonaise, qui est une merveille, moi j'ai gardé ça, je n'oublierai jamais la beauté de Białowieża. Elle est gravement menacée par le gouvernement polonais actuel qui n'a rien à faire de l'écologie. Alors c'est la raison pour laquelle je me dis, si cette forêt-là disparaît, nous n'aurons plus dans toute l'Europe que des forêts secondaires. Vous vous indignez contre ce... Oui, je m'indigne contre ça. D'autant plus que des pays qui sont comparables aux nôtres en latitude et en économie, les États-Unis, la Russie, le Japon, l'Australie, la Tasmanie, la Nouvelle-Zélande, etc., eux, ils ont gardé des surfaces significatives de leur forêt primaire d'origine et ils sont diablement contents parce que ça attire énormément de touristes et ça génère de la recherche scientifique très importante. Donc voilà, le projet, c'est de refaire une forêt comme ça, à proximité, qu'on n'ait plus besoin d'aller jusqu'à Varsovie. Alors une forêt comme ça, 70 000 hectares. 70 000 hectares, ça, ce n'est pas un choix, ça nous est imposé par la grande faune. J'ai oublié de dire, Julien, que moi j'ai une conception très, très ambitieuse de la forêt. Pour moi, c'est équitablement la faune et la flore. Alors ça, c'est un point important, justement. Pardon ? Ça, c'est un point très important. Mais c'est un point très important, parce que dans beaucoup de nos forêts qu'on a en Europe de l'Ouest, bon, il y a des vieux arbres, on en a entendu parler tout à l'heure, mais il n'y a pas la faune, parce que les chasseurs ont tué tous les gros animaux. Alors, il faut qu'il y ait les deux. Alors, 70 000 hectares, c'est à cause de la faune. Bon, maintenant, il va falloir attendre un certain nombre de siècles, parce que c'est long. Comme je l'ai dit, les arbres chez nous poussent 4 mois par an, mars, avril, mai, juin, pas plus. Et le reste du temps, ils fonctionnent comme arbres, mais ils ne poussent pas. Et donc, il va falloir, pour faire une forêt primaire, alors il faut d'abord laisser mourir la forêt qu'on va choisir comme site. Ensuite, il y aura une forêt de postes pionniers et en une troisième vague forestière qui est la forêt primaire. Mais donc, voilà, il faut compter 6, 7, peut-être 8 siècles. Il va falloir patienter. Ben, moi, je ne serai peut-être pas à l'inauguration, hein. Mais je pense qu'il n'y en a pas beaucoup dans la salle qui seront à l'inauguration. Mais peu importe, parce que ce n'est pas des durées gigantesques. Il ne faut pas juger le temps des arbres en fonction du temps humain. Je pense que tu es d'accord avec moi. Dès qu'on essaye de confondre ces deux temps qui sont tellement différents, on court à l'échec. Donc il va falloir en effet laisser passer des siècles. Mais j'insiste sur le fait que pendant ce temps-là, on ne retire rien, on n'apporte rien, on ne travaille pas. C'est la forêt qui travaille. Et elle sait très bien, beaucoup mieux que nous, ce qu'elle a à faire. Alors, voilà. Comment elle travaille? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle capte énormément de CO2. Racontez-nous un peu son travail, justement, qui justifie qu'on patiente aussi longtemps. Non, qu'elle capte du CO2, ça, toutes les plantes le font, même dans mon massivement, potager. En tout cas. Mais, par exemple, un forestier décide de planter telle espèce d'arbre à tel endroit. Est-ce qu'il a raison? J'en sais rien. Très souvent, on s'aperçoit qu'il avait tort. Il ne faut pas oublier qu'il y a une pluie de graines en permanence, apportée par le vent,
parfois de très loin, donc d'espèces très variées, apportées par les oiseaux également dans leurs excréments. Et donc il y a énormément de graines dans le sol, et celles-là, elles savent très bien où elles peuvent germer et où elles ne peuvent pas germer. C'est là que je dis que la forêt sait ce qu'elle a à faire beaucoup mieux que nous. Je crois qu'il faut être humble dans cette histoire et admettre que la forêt, c'est tellement complexe que nous ne l'avons pas encore comprise, en tout cas pas suffisamment comprise pour essayer de corriger ses erreurs ou d'améliorer ses performances. Laissons-la faire. Laissons-la faire, on a compris le message. Ernst, puisqu'il va quand même falloir faire des choses, puisqu'il y a des objectifs à Bonn, vous l'avez dit, outre les forêts primaires, il y a d'autres possibilités à plus court terme pour avancer vers des forêts malgré tout plus résilientes. Alors forêts, plantations riches en biodiversité. De quoi on parle aussi concrètement que ce projet de forêt primaire? De manière très concrète et très urgente, c'est notre subsistance, même notre subsistance alimentaire qui est en jeu. L'agriculture. L'agriculture a pris ses sols de la forêt, a pris sa fertilité initiale de la fertilité forestière qui est vraiment fabuleuse. Les forêts, c'est 10 mètres cubes par hectare et par année, ces belles forêts d'Europe centrale. L'agriculture a pris ses sols avec toute cette matière organique, avec toute cette fertilité naturelle, ces sols vivants. Et progressivement, surtout depuis qu'on a passé aux engrais de synthèse, où on ne restituait pas de carbone au sol, avec l'azote, le phosphore et le potassium artificiel, on a complètement dégradé les sols, on les a rendus uniquement minéraux. Ils ont passé d'organique à minéral. Et plus on avance, plus le coût écologique de l'agriculture, plus le coût énergétique de l'agriculture, il faut 12 calories d'origine fossile pour produire 1 calorie comestible. Cette agriculture, on devrait la fermer, elle est source de réchauffement climatique. Alors qu'au départ, la forêt pousse sans intrants, sans pesticides, et fait ses 10 mètres cubes par hectare et par année. On sait faire ça en agriculture aussi. Ça s'appelle l'agroforesterie, ça s'appelle la permaculture, agriculture biodynamique, mais il faut vraiment viser la remise de matière organique dans les sols. Et ceci grâce à une alimentation en matière organique ligneuse qui se décompose beaucoup plus lentement. Il faut donc restituer dans les surfaces agricoles, surtout là où il n'y a vraiment plus d'arbres, autrefois c'était entièrement couvert de forêts, quelque chose, on est en train d'estimer ou de supputer la quantité nécessaire, comme 5, 10 ou 20% de la surface, remettre des rivières végétales forestières, des haies, des ripisylves, pour refaire un maillage du terrain agricole. Aujourd'hui, en venant en train, je voyais les champs inondés. Quelle était la couleur de cette inondation brune? Ça remplissait les chemins, ça finissait dans les ruisseaux, ça finit dans la Garonne est brune. La Garonne devrait être transparente. À partir du moment où on remettra un maillage d'arbres et de haies qui empêche cet écoulement de terre fertile vers les rivières, on aura gagné. Remettre des arbres pour jouer leur rôle premier de filtration, de régulation, et remettre des arbres aussi dans les écoles. Je fais le lien avec ce que vous disiez en début de cette rencontre, Francis Allais. L'arbre, est-ce qu'il faut en mettre encore plus dans les écoles, peut-être justement pour que les jeunes, demain, aujourd'hui, dès maintenant, là, puissent regrimper aux arbres comme vous, quand vous étiez plus jeune, et aussi apprendre à les aimer pour mieux les protéger? Je ne suis pas le seul à grimper aux arbres. Tout enfant normalement constitué, il grimpe aux arbres. Oui. Alors, on les a supprimés dans les cours d'école parce qu'on a dit que c'était dangereux. Ben oui, d'accord, c'est dangereux. Mais si on ne s'habitue pas au danger à l'âge qu'ils ont, ben quand ils seront adultes, ils vont se retrouver face à un danger et là, ils ne seront pas du tout préparés. Moi, je crois qu'il faut remettre des arbres dans les cours d'école. D'ailleurs, il y a plusieurs régions en France. Ici, je crois que ça se fait. En tout cas, à Bordeaux, ils le font maintenant. Et il faut aller plus loin. Il faut apprendre aux petits à grimper là-dedans en limitant au maximum les dangers. Je voudrais pousser un coup de gueule, Julien, si ça ne vous embête pas. Allez-y, Francis. Parce qu'il y a quelque chose qui m'inquiète beaucoup dans notre pays, c'est que la forêt dépend du ministère de l'Agriculture.
Et ça, pour moi, ça cache une idée derrière la tête que je crains de comprendre. Ce qui pourrait être dans le ministère de l'Agriculture, c'est les plantations forestières. C'est de l'agriculture en réalité, avec des méthodes agricoles et des intrants comme dans les exploitations. Voilà. Mais que la forêt naturelle soit sous la coupe de l'agriculture, ça me déçoit parce que je pense que l'idée qui est derrière la tête, c'est que ça va être une réserve de terres agricoles pour l'avenir. D'ailleurs, c'est ce qu'on constate au niveau mondial. Quelque chose de pire, c'est que l'exemple vient de haut. La FAO, c'est Food and Agriculture Organization. C'est-à-dire que là aussi, la FAO, c'est la référence mondiale en matière de forêt. Eh ben, c'est à nouveau de l'agriculture. Moi, je ne suis pas d'accord. Voilà. Ça devrait être dans l'écologie. L'appel est lancé. Comment ça se passe en Suisse d'ailleurs, Ernst, sur ce point? Est-ce que vous savez si c'est dans le ministère de l'Agriculture? Pas directement à ce point-là, non, quand même pas, heureusement. Non. Bon, pas tout à fait pareil. Sur les écoles, pour revenir à l'éducation, parce que ça pourrait aussi être le ministère de l'Éducation, sur les écoles, comment ça se passe en Suisse, la place de l'arbre et des forêts à l'école? En Suisse, on a une tendance intéressante, très récente, c'est d'avoir en tout cas une sortie, même plusieurs par semaine, en forêt. Il y a des écoles qui se passent entièrement en forêt, il y a des écoles été-hiver en forêt. Ça, c'est intéressant. À quel endroit, ça? Je te donnerai les renseignements plus tard. La discussion va se poursuivre après, j'ai l'impression. Mais ce qui me semble important, il n'y a pas besoin que ce soit toute la semaine. Mais en tout cas, la régularité est de le faire à toutes les saisons et le plus tôt possible. Il faudrait même pouvoir aller en forêt avant la naissance. C'est un message aux mamans, aux mamans qui vont avoir un enfant. C'est-à-dire, plus un message est ancien, plus il est profond, plus il est subconscient, plus il est actif. C'est des Madeleines de Proust. D'avant la Madeleine de Proust, c'est extrêmement puissant puisqu'on ne peut pas les filtrer avec notre intellect. C'est vraiment de l'instinctif et d'avoir vécu, d'avoir grandi, d'avoir expérimenté la forêt à quatre pattes déjà, avec les odeurs, avec les sensations, ça vous construit. Les médecins anglais définissent un syndrome de déficit de nature, Nature Deficit Disorder, comme étant source de beaucoup de problèmes sanitaires actuels. Et de ramener les enfants. Pourquoi est-ce que les enfants à quatre pattes mettent tout à la bouche? Marc-André Solos sait très bien expliquer ça. Ils se constituent un microbiote. Ils ont besoin d'avoir l'environnement en eux-mêmes. Donc, ils vont s'alimenter, ils vont mettre ça à la bouche. Et ce microbiote, en plus, c'est dans les 2-3 premières années de la vie que ça se constitue. Après, c'est Exactement. déjà presque trop tard. C'est ça. Et si déjà on fait ça, on a cet instinct, mais allons le faire là où ça vaut la peine, là où c'est très intéressant, c'est dans les forêts, et dans les forêts naturelles, puisque le scoop, c'est que parmi cette flore microbienne fongique du sol, de l'humus forestier, il y a un champignon, bien une bactérie, qui est très intéressante, qui est euphorisante et qui rend intelligent. C'est le Mycobacterium vaccae, qu'on a découvert dans la bouse de vache, qui est beaucoup plus que de la simple bouse, hein, attention. Alors Eh bien, on trouve ça dans le sol, et c'est pour ça que les jardiniers aussi sont heureux, parce qu'ils ont cet euphorisant qui leur... Alors le message est passé pour ceux qui seraient intéressés. On va éviter à l'école pour éviter ce genre de produit. En tout cas, merci messieurs pour vos éclairages, vos explications. Peut-être pouvez-vous les applaudir. Je vous propose une deuxième partie de cette rencontre. Vous pouvez poser toutes vos questions. Je vous invite à lever la main. Nous prendrons un maximum de questions. Donc privilégiez vraiment les questions au témoignage, s'il vous plaît. Des questions succinctes de préférence. Et nos invités vous répondront volontiers. Allez-y. Oui, donc j'entends parler que les arbres captent plus le carbone quand ils sont jeunes que quand ils sont vieux. Et donc du coup, je me posais la question, est-ce que c'est vraiment vrai? Et donc derrière, est-ce que
l'investissement carbone, neutralité, etc., qui promeut ce genre de message, la réalité qu'il y a derrière. Francis, on vous écoute. Oui, je l'ai entendu dire très souvent ça, et je crois que c'est une confusion. Quand les arbres sont jeunes, ils poussent beaucoup plus vite. Alors du fait qu'ils poussent plus vite, on a l'impression qu'ils captent plus de dioxyde de carbone. C'est pas vrai. La captation par les arbres dépend de la surface de toutes les feuilles, la surface cumulée de toutes les feuilles. Plus l'arbre est vieux, plus il a de surface foliaire. Mais je ne dis pas ça parce que je suis vieux, mais parce que c'est comme ça que ça marche. Et l'arbre, il capte de plus en plus de carbone. Et en plus, il en stocke de plus en plus puisqu'il est de plus en plus gros. Je crois qu'il y a eu une confusion dans cette histoire. En tout cas, plus l'arbre est vieux, plus il capte. Peut-être un complément là-dessus? Un complément, Ernst, oui. C'est une question qui est très, très actuelle lorsqu'il s'agit de gérer les arbres en ville. Souvent, on a cet argument pour dire « mais on va remplacer ce vieillard par un jeune, ça sera bien mieux ». Donc, il faudrait simplement demander de compter le nombre de feuilles de ce vieil arbre et de totaliser le même nombre de feuilles avec assez de jeunes. Donc, on se rend compte tout de suite que c'est difficile parce que même si on totalisait le même nombre de feuilles avec plusieurs dizaines ou centaines de jeunes arbres, pour remplacer un vieux, un hêtre de 100 ans avec une quinzaine de mètres de diamètre, avec un tronc de 60 cm de diamètre, a quelque chose comme 400 ou 500 000 feuilles. C'est extrêmement important. Et même si vous le remplacez par assez de jeunes, ces jeunes n'auront pas des racines aussi profondes que ce vieux. Lui, il a accès à l'eau souterraine. Et lui, il a créé un patrimoine carbone souterrain absolument fabuleux. Ce n'est pas seulement les racines vivantes, mais c'est les racines qui sont mortes. Il y a la biomasse vivante et la biomasse morte dans le sol. Tout ça, c'est du carbone stocké. C'est du carbone qui n'est pas dans l'atmosphère, qui n'est donc pas à effet de serre. Donc ça, c'est vraiment des arguments importants pour maintenir autant que possible les vieux arbres, quitte à aubaner les branches, mais garder autant que possible les vieux arbres dans les villes, ils sont absolument irremplaçables. Une autre question, ici au milieu peut-être? Déjà, merci d'être là et merci pour votre travail, vos bouquins, etc. J'avais une question. On a parlé au début de l'adaptation au changement climatique. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que le changement qu'on observe, il est beaucoup plus rapide que ce qu'il y a eu avant, si on compare avec ce qu'on a vu. Et donc, la question qui se pose forcément, c'est est-ce que les arbres réussiront à migrer, à évoluer suffisamment rapidement par rapport à ceux qu'on a vus précédemment, et on manque aussi des grands mammifères qui ont joué aussi un rôle pour transporter les graines et pour les aider à changer de région en même temps que le climat. Et donc par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, est-ce qu'on n'aurait pas aussi un rôle à jouer de ce point de vue-là? Je sais que l'ONF travaille sur des projets de migration assistée, et aussi la question sous-jacente, c'est comment on fait ça? Est-ce qu'on essaye de chercher tel arbre, est-ce qu'il faudrait le mettre à tel endroit, ou est-ce qu'on mise plutôt sur la diversité, essayer de déplacer des arbres assez massivement et de manière très diversifiée pour après laisser faire justement la sélection, l'adaptation, etc. C'est pour Francis, hein? Comment on fait alors? Je crois que c'est une bonne idée d'essayer de déplacer les arbres, de les mettre dans des régions où il fait encore froid, dans l'attente d'un réchauffement. Mais il ne faut pas le faire sur de grandes surfaces, comme ça a été fait dans la région de Verdun il n'y a pas très longtemps. Ça doit être expérimental, donc sur de petits effectifs. Attention que les arbres, ils vivent très longtemps. Et par conséquent, il y a des vieux arbres pour lesquels le changement climatique, c'est de la routine. Ils en ont vécu des quantités. Donc, il n'y a pas de raison de s'inquiéter pour celui-là. Voilà, moi je pense que... je m'inquiète beaucoup plus pour l'être humain, voilà, que pour les arbres. Souvent, on réduit l'idée qu'on se fait du changement climatique à du réchauffement dû à l'effet de serre dont on parlait avant. Donc, recapturer du carbone pour diminuer un peu cette augmentation. On a passé à 400 parts par million, il faudrait redescendre à 300. C'est donc un engrais aérien disponible à toute la végétation. Mais ce qui est trop souvent oublié, c'est que les arbres et les forêts sont des facteurs de climat hydrologique. C'est les cycles de l'eau qui sont activés par les arbres.
Un arbre, pour fabriquer 1 kg de biomasse, a besoin de 300 litres d'eau pour faire cela par la photosynthèse. Et il est beaucoup plus efficace dans l'utilisation de l'eau pour créer sa propre masse que les plantes annuelles. Par exemple, les pommes de terre, les céréales ont besoin de plus du double d'eau pour faire 1 kg de biomasse. Donc c'est là que c'est intéressant de voir que partout où il y a des forêts, on remet beaucoup plus vite en route ces cycles hydriques de manière efficace, en même temps que de la biodiversité. De manière extrême, on pourrait se dire, mais si on a 1 ou 2 degrés en plus maintenant, est-ce que ça serait grave, docteur? Pas forcément. En milieu tropical, on a ces degrés en plus. Et qu'est-ce qu'il y a là-bas? On a une couverture forestière naturelle, malheureusement menacée, qui est là comme enveloppe de protection de la Terre. Le bassin amazonien, c'est une enveloppe de protection de la Terre. S'il n'était pas là, il y aurait une désertification très rapide. L'impact solaire est beaucoup plus fort au niveau de la ceinture équatoriale qu'au niveau des grands déserts qu'on a actuellement. Donc là, on comprend que lorsqu'on met suffisamment de forêts en place, on résiste à pas mal de chaleur. Donc ici, encore une fois, on le comprend maintenant pour les villes, mais il faudrait que ce soit pour les campagnes aussi. Il faut massivement remettre une proportion suffisante de systèmes arborés dans nos systèmes cultivés ou urbanisés pour refaire de la climatisation locale, pour refaire de la transpiration, de l'évapotranspiration, pour retenir l'eau dans les sols, pour qu'elle soit là à la prochaine canicule. Si vous n'avez plus de forêt, vous n'avez plus d'eau dans les sols pour rafraîchir à la prochaine canicule. Voilà la nouvelle, on appelle ça le nouveau paradigme de l'eau en lien avec le réchauffement climatique. C'est les systèmes arborés comme moteur des cycles hydrologiques. Et ça, c'est vraiment vital. Une question complémentaire. Est-ce à dire que dans nos villes, justement, il faut aller jusqu'à densifier des villes-forêts? Voilà. Est-ce que c'est ça, une vision demain? Absolument. Comment fonctionne la nature? Lorsqu'on survole une forêt tropicale, en particulier la canopée, on ne voit jamais 1 mètre carré de sol. On ne voit jamais. La terre protège son sol de manière extrêmement précautionneuse. C'est de la pudeur, mais c'est beaucoup plus que ça. On ne voit jamais la terre. C'est l'agriculture qui a dénudé les terres et qui les dégrade. Eh bien, les villes pourraient s'inspirer de ça. On a ces pauvres toits végétalisés, c'est un peu maigre, c'est de la petite végétation pas très forte. Alors que sur cette ville, on a, en ce moment, c'est en train de s'ajouter au stock actuel, on a à peu près peut-être 80 ou 1 mètre de précipitation, ça dépend des régions, par année. C'est-à-dire chaque mètre carré reçoit 1 mètre cube d'eau. Et avec ça, on peut faire ce qu'on veut. Est-ce qu'on l'envoie dans la rivière et puis on attend qu'il fasse sec pour arroser les arbres, ou est-ce qu'on récupère cette eau? Au lieu de faire des garages souterrains, on ferait peut-être des citernes souterraines ou bien des citernes périurbaines pour alimenter le maraîchage périurbain avec cette eau qui était collectée par la ville. La ville a des collecteurs solaires, a des collecteurs solaires thermiques. Et on a les collecteurs les plus précieux. C'est bien plus important de collecter de l'eau que de l'électricité. On n'en fait rien. Cette eau, on devrait la récupérer et végétaliser la ville. Pas seulement les toits plats, mais toutes les façades verticales. C'est dommage. On a plus la ville est haute, plus on a une grande surface verticale, on pourrait entièrement la végétaliser en rendant obligatoire des balcons, par exemple, ou bien la végétalisation possible, alimentée par l'eau récoltée. Ça pourrait être des villes entièrement vertes avec des petits trous pour regarder dehors, là où il y a des fenêtres. Et ça, c'est des villes du futur, des villes agréables à vivre, avec les oiseaux. Et il y a un inventeur du Costa Rica, de Curridabat, qui a inventé le terme ou la notion de ville douce. Ce n'est pas des smart cities, des villes intelligentes avec encore plus d'électronique. C'est des villes douces qui font appel aux pollinisateurs, aux colibris et aux papillons. On peut avoir ça très rapidement. En tout cas, ce n'est pas de la science-fiction, ça se passe dans les... Oui, Francis. Un mot sur mon ami Patrick Blanc, qui a entrepris de végétaliser les murs verticaux. Il a commencé par mettre des milliers de plantes comme ça, mais c'est très difficile de gérer l'arrosage. Et maintenant, il a trouvé une autre solution, c'est de mettre une liane au pied du mur, et on l'envoie jusqu'à plus de 100 mètres de haut. Ça pousse très très vite.
Et pour une raison qui nous échappe pour l'instant, les lianes ont généralement des très belles fleurs. Donc les gens sont contents, ça n'a pas d'emprise au sol, il n'y a pas des racines qui vont déformer les trottoirs. Non, la liane, je trouve que dans le cadre d'une ville agréable, il faut l'utiliser. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Peut-être oui. Merci pour vos explications. Vous n'avez pas parlé de micro-forêts, donc j'aurais voulu avoir votre opinion. Les micro-forêts, vous n'en avez pas parlé. Alors, qui veut en parler? Moi, je n'en ai pas une grande expérience, mais les forêts de Miyawaki, j'en ai vu aux Pays-Bas. C'est d'ailleurs, je crois, le pays qui est le plus avancé dans ces systèmes-là. Une maison s'effondre dans une ville. Au lieu de la remplacer par une nouvelle maison, on la remplace par un petit boisement, la taille de cette estrade, par exemple. Et on plante beaucoup d'arbres et on les laisse pousser. Et ça fait un espace vert que les gens du quartier apprécient beaucoup. Et d'ailleurs, ça se concentre la biodiversité animale parce qu'elle est déjà concentrée dans la ville. Les animaux ont repéré qu'il n'y avait pas dans la ville de pollution toxique, de choses comme ça, comme dans les champs. Donc il y a déjà beaucoup plus de petites bestioles dans les villes. Alors ces petites forêts de Miyawaki, ça leur convient très bien. Donc moi j'ai une seule critique, c'est d'appeler ça une forêt. Voilà. Ernst, que pensez-vous des micro-forêts? Oui, simplement, ces mini-forêts, ça dépend de leur surface. En fonction de la surface de la forêt, vous aurez une faune adaptée. Ça sera naturellement des insectes, quelques oiseaux. Mais naturellement, ça ne sera pas des vraies forêts avec la mégafaune, avec les grands, les prédateurs, les herbivores, etc. Et chez nous, on a perdu en fait notre éléphant européen, qui est un architecte du paysage. Tout comme on a perdu, il est en train de revenir le castor, qui est un autre architecte du paysage, mais au niveau des grands mammifères, c'est par exemple l'aurochs, c'était la vache sauvage, et aujourd'hui, on n'a plus que la vache domestique, qui est en fait en partie issue de l'aurochs. Et là, je plaide aussi pour faire reconnecter, pas entièrement pénétrer dans toutes les forêts, mais au moins redonner à la vache le contact des arbres, parce qu'elle est un animal forestier, elle a besoin du ligneux pour être en équilibre physiologique. Et je plaiderais pour faire une différence entre des vaches qui ont pu vivre en contact avec les arbres comme leurs ancêtres, en se nourrissant ainsi, en donnant une viande beaucoup plus saine. C'est une viande médicinale, contrairement à la viande qu'on déclare comme étant cancérigène. L'OMS 2015, la viande issue d'élevage industriel où c'est de la souffrance animale. Donc, faisons la différence entre ces deux types de viande et relaissons les vaches sortir près des arbres. Une autre question, s'il vous plaît? Devant. Et ensuite, à gauche. Bonsoir. Moi, je voulais vous demander, en tant que jeune personne, quels étaient vos conseils pour ma génération et les générations futures en termes de forêt et de forêt primaire? Quels sont vos conseils, vous les sages? Je comprends bien la question. Moi, je crois que plus vous aurez de forêts, mieux ça va se passer. On n'a pas assez, comment dire, notre société n'a pas suffisamment compris la valeur des forêts dans tous les domaines. On les fréquente le dimanche pour pique-niquer. Il y a des petites tables, il y a des bancs, il y a des trajets, etc. Mais c'est rien, ça. La forêt, c'est quelque chose de vital. Il va falloir, si on veut que nos problèmes climatiques, écologiques se règlent de façon harmonieuse, il va falloir qu'on comprenne l'énorme importance des forêts. Alors, pour votre génération, je ne peux rien faire d'autre que de souhaiter qu'il y ait beaucoup de forêts et peut-être quelques forêts primaires. Ça vous ferait sûrement grand plaisir. Ernst? Oui, par rapport à cette importance qu'on ignore des forêts, il faut simplement se souvenir qu'on a passé peut-être 1 million, un demi-million d'années adossés à la forêt. On est plus ou moins alliés aux arbres depuis toujours. Très rapidement, l'Homo erectus
développer le feu, ce qui nous différencie des animaux. Le feu, c'est donc du bois qu'on brûle, c'est de l'énergie et de la chaleur solaire et du bruit solaire qu'on transforme en lumière du feu, en chaleur du feu et en bruit du feu, qui a une valeur thérapeutique. Eh bien, ça, c'est notre patrimoine culturel, notre histoire humaine. Le psychologue Carl Gustav Jung développe la notion d'inconscient collectif. On n'a pas seulement une conscience personnelle, une conscience ou un inconscient personnel qui est relié à notre vie actuelle. On est aussi marqué par un inconscient collectif. Toute l'histoire de l'humanité est en vous, est en vous, est en moi. On a vécu la même chose, pratiquement, sur toute la durée, est toujours entouré par les arbres. Et maintenant, dans les 50 ou 100 dernières années, brusquement, les arbres ne sont plus là. Quelque chose manque. C'est ce syndrome de déficit, et je pense qu'il y a un syndrome de déficit d'arbres qui est en train de se rendre sensible de manière aiguë. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir de nouveau nos forêts primaires, parce qu'elles étaient là avant. On s'en souvient confusément peut-être. Les remettre en place, ce sera quelque chose comme en tout cas pas des musées, parce que ce sera des organismes vivants qu'on pourra de nouveau visiter, aller y méditer ou pratiquer notre spiritualité. C'est là qu'elle est née, c'est là qu'elle devrait pouvoir retourner régulièrement. Et c'est comme ça qu'un continent sera de nouveau vivant, lorsqu'il aura de nouveau une part suffisante, non seulement de forêts naturelles, pas des plantations productives, mais aussi des forêts entièrement livrées à la sacralité ou au respect absolu de l'humain, que l'humain ira visiter avec ce respect absolu. Ça, on l'a un peu perdu et on devrait le regagner rapidement. Une autre question, madame, là-bas? Oui. Merci pour la question. En fait, c'est à propos d'un projet de scierie géante qui est prévu à Lannemezan. C'est le projet Trieste d'une multinationale italienne. Je voulais savoir, en fait, si vous en avez entendu parler, bien sûr, comment vous positionnez dessus. Ça menacerait toute la forêt des Pyrénées, sur toute la chaîne pyrénéenne, y compris jusqu'au Massif central. Voilà. Ces scieries géantes, c'est un problème. C'est comme un aspirateur que vous envoyez dans le paysage et puis il va vous aspirer les forêts jusque là où le flux d'air atteint les arbres. En fait, on a des solutions beaucoup plus intéressantes, un peu inspirées d'autrefois, mais avec une technologie beaucoup plus moderne. Plutôt que de mettre un mastodonte quelque part avec tous les transports va-et-vient avec cette fin en forêt sans discrimination, parce que ce ne sera pas seulement des sillages, ce sera aussi du bois énergie, et on va même jusqu'à déraciner les arbres, enlever leurs souches pour brûler les souches, alors que le patrimoine fertile de fertilité des sols, c'est ce qui est souterrain, c'est la matière organique des sols, c'est la vie du sol. N'allez jamais dessoucher un arbre, c'est trop précieux. Eh bien là, c'est un peu le modèle de fonctionnement de ces scieries géantes. C'est vraiment une catastrophe écologique. Qu'est-ce qu'on peut mettre à la place? Des scieries mobiles. Et vous avez des bijoux de technologie en scierie mobile. Ça ne coûte pas très cher. Ça se pratique à des petites équipes de 2 ou 3. Et là, vous allez sur place scier les arbres sur demande et vous stockez les arbres et les sciages localement pour les usages locaux, et on peut aussi les stocker beaucoup plus centralement, mais le débit se fait sur place. Et ça, c'est de nouveau les modes de fonctionnement modernes, c'est la transition écologique qui a reconnu ça, c'est les cycles courts, c'est la décentralisation des emplois, et c'est aussi la mise en œuvre de la valeur ajoutée en zone décentralisée. Parce qu'un scieur va acheter les grumes peut-être 100 € le mètre cube. Une fois qu'il aura scié ses grumes, il va vendre ses sciages, ses planches, ses poutres, 400 € le mètre cube. C'est énorme comme valeur ajoutée. Et ça, c'est des familles, c'est des individus, c'est des villages qui peuvent vivre de ça grâce à ce genre de transformation du patrimoine local. Et c'est très différent qu'une multinationale qui vient vous aspirer votre patrimoine forestier et laisser un désert derrière. Francis Allais, vous voulez compléter? Francis? Ou tout a été dit? Compléter, mais par un truc complètement différent. Ah, allez-y. J'ai un système que j'ai ramené d'Extrême-Orient
pour faire que les arbres poussent plus vite. Alors il faudrait l'essayer, il faudrait que beaucoup de personnes l'essayent sur beaucoup d'espèces différentes. Je vous explique. Au lieu de semer une graine, vous semez 4 graines, formant un carré, voilà, comme un Kleenex, de la même espèce, bien sûr. Comme elles sont semées en même temps, elles vont pousser en même temps, et au bout d'1 an ou 2, elles auront cette hauteur-là. Et ça sera souple encore. Alors vous les réunissez toutes les 4, vous les attachez très solidement avec un raffia. Si vous faites ça en mai-juin, au moment où ça pousse le plus fort, très rapidement ça se soude et vous allez pouvoir retirer le raffia, c'est soudé. Bon, à ce moment-là, vous retirez 3 méristèmes, vous en gardez un, le meilleur, qui vous plaît le mieux, et vous êtes en train de fabriquer un arbre qui a 4 systèmes de racines. Et celui-là pousse comme une fusée. En Extrême-Orient, c'est très habituel. Les arbres sur les marchés, ils ont toujours 3, 4 ou 5 pieds comme ça. Et c'est un vrai bonheur de voir ça. Alors, j'aimerais beaucoup, sur les arbres tropicaux, ça marche bien. J'aimerais beaucoup qu'on puisse essayer ça en Europe. Et j'ai déjà un ami qui l'a fait dans le Béarn et qui me dit que ça marche avec les frênes. Bon, mais il faudrait l'essayer avec toutes nos essences d'ici. Vous nous en reparlerez la prochaine fois. D'autres questions? Oui, devant, s'il vous plaît, ici. Sur la taille des arbres, notamment, il y a aussi des vertus pédagogiques. Vous êtes intervenu auprès du conseil départemental. Je sais que dans certains départements, on conseille de couper les arbres, notamment des haies, d'arrêter le broyage et de couper avec des lames de scie rondes qui permettent non seulement d'intervenir moins souvent, mais aussi de faire évidemment quelque chose du plus propre. Et ça a aussi des vertus pédagogiques puisque tout le monde passe par ces routes et ça engage, ça encourage les personnes à faire attention aux arbres et à ne pas véhiculer les maladies, etc. Votre question, s'il vous plaît. Et là, donc, savoir si vous êtes intervenu auprès du conseil départemental à ce niveau-là. Je sais qu'ils peuvent y être sensibles. Et la deuxième chose, c'est est-ce que vous êtes aussi intervenu en termes de biodiversité par rapport aux arbres, justement, qui sont le long des voies publiques, pour qu'il y ait aussi cette biodiversité qui encourage, qui est pédagogique. Francis Allais. Je voudrais rappeler que ce sont des êtres vivants, aussi vivants que vous et moi, peut-être même plus, parce qu'ils vivent beaucoup plus longtemps. De sorte que de les maltraiter, de les tailler, ça ne peut se faire que si on a vraiment une bonne raison de le faire. Tailler les arbres des haies, je ne vois pas l'intérêt. Tailler les arbres en ville, ça veut tout simplement dire qu'on les a mis trop près des façades. Donc c'est une erreur du départ. Si on les avait mis au bon espacement, au bon endroit, il n'y aurait pas besoin de les tailler. Ça me choque. Moi, j'habite dans le Midi, à Montpellier, et les tailles des platanes, c'est monstrueux. Alors je vais à l'endroit des espaces verts de la ville, et je dis aux jardiniers, pourquoi vous taillez ? Ils ont fait un conciliabule, et il y en a un qui est venu me dire, nous les taillons parce que nous les avons toujours taillés. J'ai rien obtenu de plus. Je trouve ça très, très regrettable. Allez au Jardin des Plantes à Paris, au Jardin du Muséum. Il y a là un platane historique qui date d'avant la Révolution et qui n'a jamais été taillé. La seule chose qu'on ait faite, c'est de retirer le bois mort parce qu'il peut y avoir un danger pour les passants. Cet arbre-là, il est d'une robustesse incroyable. Il ne risque absolument pas de tomber. Je crois que c'est en taillant les arbres qu'on les rend dangereux. Voilà. Ernst, un complément ? Là, on va avoir une petite différence peut-être. Il y a quand même un patrimoine culturel qui est très riche en France, mais qui se perd parce qu'il y a une technique de taille. Et ce n'est certainement pas les pareuses qui seraient à recommander. C'est donc cette machine qui est vraiment qui déteste la plante, qui broie les branches, qui arrache les branches. C'est comme si on vous arrachait un bras salement. Là, il n'y a pas de cicatrisation possible. Et là, c'est un message de haine aux plantes lorsqu'on utilise une machine pareille. Et les plantes le sentent éventuellement quand on pense à tout ce qu'on a déjà découvert
du ressenti des plantes au niveau des électrodes qu'on leur met. Voilà pour les pareuses et la taille propre. J'ai des collègues qui sont grands spécialistes du châtaignier, par exemple. Ils disent que les châtaigniers, pour la production de fruits, mais aussi pour la production de perches, ces spécialistes disent qu'il y a une manière de tailler le châtaignier, parce qu'il est connu pour avoir de temps en temps des maladies qui viennent d'ailleurs, assez graves, et on les taille de manière très forte, mais très propre, pour que ça puisse cicatriser. Et le système racinaire n'est jamais malade. C'est tellement vital que les maladies n'ont pas d'impact au niveau du système racinaire, et l'arbre repart toujours après une alerte maladie. Et ces collègues me disent qu'on a fait ça dans une scène d'un film qui s'appelle La puissance de l'arbre, qui est en train de sortir. On a tourné cette scène dans un châtaignier qui a 2 cavernes, et on est à 3 dans une des 2 cavernes de ce châtaignier. Imaginez la taille de cet arbre au milieu d'un village. C'est donc des arbres qui sont en partenariat ou bien en interaction avec l'être humain, ou bien l'être humain en interaction avec ces arbres pour la production de fruits. Et ces collègues me disent, mais en forêt naturelle, le châtaignier n'atteint jamais un âge pareil. C'est grâce à l'interaction humaine que ce châtaignier a peut-être 1000 ans ou plus d'âge et a atteint cette taille absolument fabuleuse. Donc, il y a quelques exceptions quand même où l'impact humain peut être positif sur la longévité des arbres. Mais il faut que ce soit fait de manière très, très soigneuse. Je pourrais aussi vous parler des ifs d'Angleterre et d'Écosse, mais ça, c'est dans le chapitre de mon livre, c'est un trop grand. Prochain chapitre. Francis. Oui, alors, juste les trognes, puisque Francis m'y invite. Après-demain, on a une conférence internationale sur les trognes où je participe en visioconférence. En fait, une trogne, c'est un arbre qu'on taille régulièrement, et la régularité est un principe important. Chez les platanes, c'est les platanes à tête de chat, on coupe toujours au même endroit, et c'est là-bas que vont se stocker les réserves. Et si on coupe si on coupe la tête du chat, c'est dramatique, c'est très très mauvais pour l'arbre, il ne va pas s'en remettre. Donc la régularité est importante, et la pratique de la trogne est intéressante puisque ça maintient les arbres artificiellement jeunes. On les empêche d'entrer en fructification. C'est un tronc qui a peut-être 2 mètres de haut, et régulièrement cette tête va être un saule, un frêne, un érable, etc., va être taillé pour les jeunes branches, pour faire du bois raméal fragmenté, pour faire du charbon de bois, c'est une très nouvelle technologie, pour faire de la vannerie, etc. Et ces arbres vont être taillés à une hauteur qui n'est pas accessible au bétail, aux ruminants, par exemple. Donc on peut les avoir dans les pâturages, et en plus, les arbres produisent régulièrement et sont maintenus en état juvénile artificiellement, puisqu'on les empêche de venir dans le stade de reproduction, floraison et fructification. Et l'équilibre hormonal de ces arbres est complètement différent. C'est des hormones de croissance, et c'est le système racinaire qui, lui, n'est pas limité, va entièrement se développer beaucoup plus fortement. Donc là, on arrive à booster, à multiplier la productivité végétative de ces arbres. Et une fois qu'on les abandonne, ils vont vieillir et ensuite se dégrader très rapidement. Mais les trognes sont pratiquement, sont presque, comment dire, le contraire de mortel. Mortel. Ce qui est mortel, c'est le mot. Exactement. Plus on le fait régulièrement, plus elles maintiennent leur vitalité. Donc, il y a un patrimoine, mais qui est très précieux, qui a une technique qu'il faut protéger et bien comprendre. Et on l'a bien compris ce soir, ça fait déjà 1h30 qu'on est ensemble avec le public. Merci à tous les deux. Vous pouvez les applaudir. Merci à vous, le cher public. Vous êtes venus nombreux ce soir. C'est le moment des remerciements. Merci aux intervenants, merci à la technique et à tout le staff. Merci aux
Merci au conseil départemental, à Actes Sud. Vous retrouverez cette rencontre en ligne sur les réseaux sociaux et sur la chaîne Via Occitanie et sur la page Facebook du département et du magazine Sans Transition. Un dernier mot, en sortant, ne partez pas, il y a la dédicace qui va se poursuivre avec nos deux intervenants. Vous aurez aussi un petit cadeau. On vous offre un arbre ce soir avec le conseil départemental. Vous choisirez un noisetier, un pommier, un arbuste, me souffle d'ailleurs Francis Allais, un noisetier, un pommier ou un arbousier même. Et une revue Sans Transition et un pot de miel. Allez, soyons fous. Passez une bonne soirée. Le conseil départemental de la Haute-Garonne vous a proposé la conférence débat Arbres et forêts.